On est avec vous pour la deuxième de cette série de 5 capsules sur comment se préparer quand on doit interagir avec des usagers ou des citoyens durant le confinement ou en sortie de confinement. On pourrait comparer la pandémie à une catastrophe naturelle. Le fonctionnement de la société est bouleversé, on n'a plus nos repères habituels et on vit beaucoup d'incertitudes. Plusieurs ressentent une sorte de menace vague, mais toujours présente, qui s'introduit dans la vie quotidienne. C'est normal que notre santé mentale en soit affectée. Non seulement y a-t-il la peur causée par le virus, mais il y a aussi tous les à côté qu'on ne pouvait pas imaginer. Perte d'emploi, de revenus, fermeture des écoles, des garderies, séparation d'avec nos proches. C'est bien assez pour provoquer de l'anxiété, de l'insécurité, de la colère parfois, à différents degrés et à différents moments selon les personnes. Ceci dit, la majorité des personnes s'adaptent très bien. Certaines peuvent même y voir du positif ou se découvrir des capacités nouvelles. Pensons à ceux et celles qui font du bénévolat, par exemple. On verra quand même que l'anxiété et les troubles dépressifs vont augmenter dans les semaines suivant le début de la pandémie et continuer comme ça quelques mois après les événements. Dis-moi, Robert, qu'est-ce qui fait que dans une pandémie, une personne vit plus ou moins de stress ou d'anxiété? Le niveau de détresse d'une personne est lié à trois principaux facteurs. D'abord, sa perception de la menace. En quoi la personne ou ses proches sont menacés par une situation. Il y a aussi sa tolérance face au stress. Vous savez, l'incertitude est une grande source de stress dans la situation actuelle et nous ne réagissons pas tous de la même manière au stress. Et finalement, la perception du soutien social, celui qu'on peut tirer de son propre entourage ou même qu'on peut tirer de notre gouvernement. Donc, nos réactions dépendent de nos perceptions, notre tolérance. As-tu des exemples? Oui, effectivement, les réactions peuvent être très diverses d'une personne à l'autre. Si quelqu'un perçoit le virus comme une menace grave et qu'il ne se sent pas protégé, il peut avoir peur d'attraper le virus et d'en mourir. Ou alors avoir peur de contaminer l'entourage, que ce soit des personnes au travail ou des membres de la famille. D'autres gens auront peur d'être jugés, rejetés ou même menacés pour toutes sortes de raisons, comme celle d'appartenir à des communautés culturelles ou parce qu'on a attrapé la COVID ou qu'on vient d'une région où il y a eu beaucoup de cas, ou encore de travailler en CHSLD, comme on l'a vu récemment. Pour les personnes souffrant de maladies chroniques, il peut arriver qu'elles aient peur d'aller à l'hôpital par crainte d'être infectées et donc de ne pas être traitées pour leurs problèmes. D'autres auront peur de l'isolement, de se retrouver seuls, de développer de l'anxiété, de s'ennuyer, de faire de l'insomnie, de surconsommer de l'alcool, des drogues ou de la nourriture. Toutes ces réactions sont normales. On vit vraiment une situation exceptionnelle et ça chamboule les émotions. Qui serait plus à risque de ressentir intensément ces émotions, donc de vivre possiblement de la détresse psychologique? Les personnes infectées, bien sûr, celles qui ont eu ou qui ont la COVID. Les personnes qui sont considérées à risque élevé si elles ont la COVID, on a beaucoup parlé des aînés de 70 ans et plus, mais il y a aussi les personnes qui ont un système immunitaire affaibli ou une maladie chronique, les personnes atteintes de maladies psychiatriques, les personnes qui ont des dépendances, que ce soit aux médicaments, à l'alcool ou à la drogue, les personnes qui ont des conditions de vie plus difficiles, par exemple, qui habitent dans des petits logements, qui sont en situation de pauvreté, qui ont de la difficulté à communiquer en français ou en anglais. Et bien sûr, les intervenants du réseau de la santé qui travaillent dans des conditions difficiles et qui ont peur d'infecter leur entourage. Alors, si on interagit avec des personnes qui présentent ces caractéristiques, il faut être vigilant et ne pas les laisser seuls avec leur détresse. Bon, ne pas les laisser seuls avec leur détresse, c'est facile à dire. Si votre employeur a défini des critères de repérage ou des pistages qui vous permettent d'évaluer la détresse des personnes, tant mieux. Si vous connaissez les techniques de relation d'aide, utilisez-les, bien sûr, mais surtout, écoutez la prochaine capsule parce qu'on vous partage des actions concrètes, toutes simples, à faire dans un contexte de pandémie qui vont vous permettre de donner des premiers soins psychologiques et d'aider les personnes en détresse. Un dernier mot avant de se laisser.
Il faut toujours tenir compte des différences culturelles. Par exemple, selon sa culture, on percevra souvent la menace de façon différente. Il ne faut donc pas supposer que tout le monde perçoit les choses comme nous et rester ouvert à ces différences. À À bientôt. bientôt!